Ils nous ont effacés de l'histoire. Nous, les 20 000 hommes, femmes, enfants, vieillards qu'ils ont massacrés. Nous, les 40 000 prisonniers. Nous, les déportés. Nous, les exilés. Ils ont écrit une histoire qui glorifie leurs noms. Les noms de nos assassins. Mais de nous, que reste-t-il? Paris, 1867. L'exposition universelle vient de fermer ses portes. La capitale française est apparue comme le centre du monde moderne. L'empereur Napoléon III a encouragé avec succès l'industrialisation et le libre-échange. Il a chargé le préfet Haussmann de transformer Paris. De grandes artères sont percées, des bâtiments prestigieux sont construits. Paris devient un paradis pour les riches. Mais les loyers augmentent. La grande migration des pauvres vers la périphérie commence. Ils s'entassent dans les faubourgs, près des fortifications qui prennent la ville en étau. À Belleville, La Chapelle, La Villette, Montmartre, ils retrouvent les miséreux qui arrivent de toute la France. Dans les quartiers populaires, le souvenir des révolutions passées est encore fort. 1789, 1830, 1848, 3 monarchies et 2 empires n'ont pas effacé le rêve de république. Je m'appelle Victorine et j'ai grandi dans la nuit du Second Empire. Depuis mes 14 ans, j'ai fait de nombreux métiers. J'ai été crieuse de journaux, porteuse de pain, marchande de soupe, lavandière, couturière. Je travaille 12 à 14 heures par jour pour un salaire dérisoire. J'habite au pied de la butte Montmartre avec mon mari. C'est un ancien soldat. Il passe son temps à boire. Je ne peux compter que sur moi-même. J'ai un petit garçon. Il s'appelle Gabriel. Grâce à lui, j'ai l'impression de renaître. Je rêve qu'il grandisse dans un monde meilleur. Une lueur éclaire ma nuit. Un roman de Victor Hugo, Les Misérables. Ce livre me bouscule, me fait réfléchir. Il parle de nous, de notre misère et de notre immense soif de justice. Mon voisin est membre de l'Internationale, l'Association internationale des travailleurs. Avec lui et d'autres amis, nous fondons une cantine coopérative. Grâce à elle, nous pouvons manger tous les jours. On rêve de changer le monde, de supprimer cette misère. 1868. L'empereur Napoléon III autorise enfin la presse et les réunions publiques. Un formidable mouvement républicain secoue Paris. On se réunit dans les salles de bal, les théâtres, les cafés, aux Folies Bergères, au Cirque d'hiver, à la salle Molière, aux Folies Belleville. Citoyens, depuis la Révolution française, nous sommes enchaînés, d'abord par le Premier Empire, puis par le retour de la monarchie, et maintenant par le Second Empire. Nous voulons la République sociale. 1869. De grandes grèves agitent la province. Le Second Empire est débordé par la liberté qu'il vient d'accorder. Il envoie l'armée rétablir l'ordre. Des ouvriers, des femmes et même des enfants sont tués. À présent, l'agitation s'empare de Paris. 1870 commence avec des cris. Un journaliste républicain assassiné! Le journaliste Victor Noir a été tué par un cousin de l'empereur! Victor Noir devient le symbole de la République, assassiné par l'Empire.
On sort des immeubles, des boutiques, des cafés pour les funérailles du journaliste. Toute la colère contenue depuis des années se concentre autour du corbillard. Au cimetière, derrière tous les hommes, il y a une femme, grande, maigre, déterminée. Elle est institutrice à Montmartre. Elle s'appelle Louise Michel. Notre colère ne se calmera pas. J'en fais la promesse. Je porterai le deuil jusqu'à la proclamation de la République. Face à la contestation sociale, une idée germe au Palais des Tuileries dans l'entourage de Napoléon III. Détourner la colère vers un ennemi extérieur. De l'autre côté du Rhin, les Prussiens inquiètent avec leur désir d'unité allemande. Une guerre contre les Prussiens permettrait de renforcer l'autorité du Second Empire. Les Prussiens nous menacent! Français, attaquons avant d'être attaqués! Marchons sur Berlin! Le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Les rues de Paris sont envahies de soldats qui vont se battre dans l'est du pays. Mais la guerre ne se passe pas comme prévu. Semaine après semaine, on apprend plusieurs défaites. Les Prussiens avancent sur le territoire. L'anxiété grandit jour après jour. Le 2 septembre 1870, 6 semaines après la déclaration de guerre, Napoléon III s'est rendu avec 80 000 hommes. L'empereur a été fait prisonnier à Sedan. Le 4 septembre 1870, 2 jours après la défaite de Napoléon III, les députés sont cloîtrés dans l'hémicycle. Ils s'apprêtent à capituler face aux Prussiens. Mais une foule immense entoure la Chambre des députés. Je me glisse dans la foule. On refuse de capituler avec l'empereur. C'est l'empereur qui a perdu la guerre, pas la France. Nous voulons sa destitution et la proclamation de la République. À bas Napoléon! Vive la République! Les soldats sont en ligne, prêts à tirer. On s'élance. Les soldats dégainent leurs sabres. Mais rien ne peut résister à ce flot humain. On entre dans la Chambre des députés. Vive la France! Léon Gambetta, un jeune député républicain, nous entraîne vers l'hôtel de ville. Français, pour sauver la patrie en danger, le peuple a demandé la République. La République est proclamée. La République arrive au milieu d'une guerre. Un gouvernement provisoire organise la défense nationale. Il s'installe dans l'hôtel de ville. La population se cotise pour acheter des canons. Même les pauvres donnent le peu qu'ils ont. L'armée est en déroute, alors on forme une milice civile. La garde nationale. Dans chaque quartier, les hommes s'engagent. Ils élisent eux-mêmes les officiers qui les conduiront au combat. Mon mari décide de s'engager. Je l'accompagne jusqu'aux fortifications. Il ne peut se séparer de son petit garçon. De grosses larmes coulent sur ses joues. Une dernière fois, il l'embrasse. Puis il part. L'armée prussienne va très vite. Le 19 septembre 1870, elle est aux portes de Paris. Les Prussiens encerclent la capitale. La ville est assiégée. Nous étouffons à l'intérieur des fortifications. Les habitants des alentours se sont réfugiés dans Paris, avec leurs animaux et leurs basses-cours.
Une affiche de Georges Clemenceau, le jeune maire du 18e arrondissement, nous redonne courage. L'ennemi est aux portes de la cité. Nous sommes les enfants de la Révolution. Inspirons-nous de l'exemple de nos pères de 1792. Et comme eux, nous vaincrons. Les mots de Clemenceau m'ont convaincu. Je vais m'engager dans une ambulance de la garde nationale. La journée, je confierai mon fils à ma mère. Je me présente au bataillon de mon quartier. Mais on me renvoie chez moi. La défense de la patrie est une affaire d'hommes. J'insiste, je m'obstine. Je suis finalement admise à la 7e compagnie du 17e bataillon de la garde nationale. Je suis enfin ambulancière. Mais les gardes de mon bataillon s'impatientent. Le gouvernement se méfie et refuse d'envoyer au front ces civils en armes qui élisent eux-mêmes leurs officiers. Les canons que nous avons payés ne sont pas utilisés. Le gouvernement veut-il vraiment combattre les Prussiens ? Paris est isolé du reste de l'armée. Il n'existe qu'un seul moyen de quitter la ville. Un seul. Les ballons montés. Mais les dangers sont immenses. Ils sont gonflés avec du gaz d'éclairage hautement inflammable. Les aéronautes doivent éviter les tirs prussiens et risquent d'atterrir en territoire ennemi. Le 7 octobre 1870, Léon Gambetta, le ministre de la guerre du gouvernement provisoire, est au bas de la butte Montmartre. Il s'apprête à quitter Paris par les airs. Il veut reconstituer une armée à Tours pour libérer la capitale et la France. Gambetta porte tous nos espoirs. Dans ce gouvernement, il est le seul à vouloir continuer la guerre. On lâche les cordes. Les aéronefs s'envolent. Mais il me semble que ces frêles ballons emportent notre dernier espoir. Les nouvelles qui arrivent depuis le départ de Gambetta renforcent nos craintes. Nous sommes trahis. Aux portes de Paris, le gouvernement a laissé massacrer 1200 combattants qui s'étaient emparés du Bourget. Il a refusé de livrer bataille. À Metz, le maréchal Bazaine a capitulé avec son armée. On apprend à présent que le gouvernement négocie un armistice avec les Prussiens. Le chancelier Bismarck veut qu'on cède l'Alsace et la Lorraine. Une affiche signée par Georges Clemenceau dit notre colère. Nous protestons avec indignation contre un armistice que le gouvernement ne saurait accepter sans trahison. On marche contre le gouvernement. Les portes de l'hôtel de ville cèdent. Les bataillons de Belleville nous ont rejoints. Je reconnais beaucoup de révolutionnaires que j'avais entendus dans des réunions publiques. Nous ne voulons plus de ce gouvernement qui n'a pas été élu et a trahi notre confiance. Nous exigeons l'élection d'une commune de Paris pour lutter vraiment contre les Prussiens. Des gardes me bousculent. Ils s'écartent avec respect devant un vieillard. C'est Blanqui. Lorsqu'il passe devant moi, il me semble voir défiler toutes les révoltes de notre siècle. Auguste Blanqui les a toutes connues. Les Trois Glorieuses de 1830, la Révolution de 1848. Il a passé 36 années en prison. Jules Favre, le vice-président du gouvernement, est blême. Il affirme que le gouvernement organisera lui-même les élections de la commune. Il nous le promet sur l'honneur. La nuit même, la promesse est trahie. L'ordre d'interdire les élections est signé par un autre membre du gouvernement, un inconnu, un jeune avocat, un certain Jules Ferry. Les élections promises sont remplacées par un vote de soutien au gouvernement qu'il remporte largement. Des opposants sont arrêtés. La trahison succède à la trahison.
Nous avons pour prison les fortifications de Paris. Nous sommes séparés de la France et du reste du monde. L'hiver s'installe, glacial. Les Prussiens nous affament. Le gouvernement est retranché dans l'hôtel de ville. Il compte sur notre épuisement pour capituler face à l'ennemi. Il n'y a plus de travail. Heureusement, le paiement des loyers est suspendu. La solde de garde nationale est notre unique revenu. Les hommes ont 1,50 franc par jour. Moi, j'ai 75 centimes, comme les autres femmes. Jules Ferry, qui a été nommé maire, instaure le rationnement. Mon petit garçon est très faible. Il ne mange pas à sa faim. C'est pas un maire qu'on a, c'est Ferry la fameur, c'est Ferry famine. 3 francs la livre de chien, 50 centimes la livre de rat, 10 francs le chat entier. Les animaux du jardin des plantes sont au menu des restaurants chics. Pendant que nous mangeons des chiens, des chats, des rats, les riches se régalent d'éléphants et de viandes exotiques. Ce soir, je suis au rempart avec mon bataillon. Nous ne céderons pas. Nous ne capitulerons pas. Mais nous restons toujours en défense. Le gouvernement refuse de lancer l'attaque pour percer les lignes ennemies. Dans les rues, on ne rencontre que des gens à la figure pâle et fatiguée. Enfants et vieillards meurent chaque jour par centaines. Je suis inquiète pour mon fils. Pour Noël, nous avons de la chance. Le boulanger nous a vendu un peu de grosses braises. Nous pouvons nous réchauffer autour du fourneau. Ma mère nous a fait de délicieuses pommes de terre frites. Malgré sa fatigue, mon fils est si heureux qu'il envoie des baisers à n'en plus finir. De grandes cernes noires entourent ses petits yeux. Les Parisiens sont maintenant bombardés sans relâche. La capitale suffoque. Le gouvernement ne bouge pas. Il s'apprête à livrer Paris aux Prussiens. Les murs de la ville crient les mots d'une affiche rouge. Le gouvernement qui s'est chargé de la défense nationale a-t-il rempli sa mission? Non. Nous sommes 500 000 combattants et 200 000 Prussiens nous étreignent. Le gouvernement n'a pensé qu'à négocier. Il n'a su ni administrer Paris, ni combattre l'ennemi. Place au peuple, place à la commune. Le 22 janvier 1871, la foule se masse devant l'hôtel de ville. On est dimanche. Sur le parvis, beaucoup de femmes et d'enfants accompagnent les gardes nationaux de Belleville, Montmartre, la Villette. Une délégation a voulu être reçue. Jules Ferry, le maire, est barricadé à l'intérieur. Soudain, un coup de feu retentit. On tire sur la foule depuis l'hôtel de ville. Cinq corps inertes gisent sur le parvis. Le gouvernement a gagné. Les Prussiens aussi ont gagné. Ils signent ensemble un armistice le 28 janvier 1871. Les Prussiens et leurs alliés ont proclamé l'Empire allemand. En France même, à 20 km de Paris, dans la galerie des glaces du château de Versailles.
Un silence de mort règne dans Paris. On n'entend plus le canon vibrer. Nous puisions dans ce vacarme le courage et la force de résistance. Le bruit de nos pas dans la rue, le son de notre voix, tout nous semble étrange. On se croit sourd. On écoute, puis rien. C'est à rendre fou. Papa. Mon petit garçon se jette dans les bras de son père. Mon mari est de retour de la guerre. Il demeure plusieurs jours sans bouger, abattu, hébété. Les Allemands, puisqu'on les appelle maintenant comme ça, occupent le nord et l'est du pays, un tiers du territoire. Ils exigent l'élection d'une assemblée nationale pour ratifier la capitulation. La nouvelle assemblée nationale ne se réunit pas dans la capitale encerclée par les Allemands, mais à Bordeaux. Les nouveaux députés sont majoritairement monarchistes. Ils nomment chef du pouvoir exécutif un ancien ministre du roi Louis-Philippe, le vieil Adolphe Thiers. Non à l'Assemblée monarchiste! À Paris, un drapeau rouge flotte au sommet de la colonne de la Bastille. Les gardes nationaux des quartiers populaires manifestent depuis 3 jours sur la place. 200 bataillons se sont fédérés. Ils organisent leur propre direction, le comité central de la garde nationale. Ils se font appeler les fédérés. Mais Paris est divisé en 2 camps. Les bataillons bourgeois s'opposent aux fédérés. Dans mon bataillon, on veut que je porte un ruban bleu en soutien au gouvernement. Je refuse et rejoins le camp des fédérés. Nous avons repris le drapeau rouge avec lequel l'armée annonçait la charge sanglante sur les manifestants. Aujourd'hui, c'est notre drapeau, le drapeau du peuple prêt à mourir pour sa liberté. Nous voulons plus que la République. Nous voulons la République sociale. Nous l'appelons la Commune. Nous refusons d'être désarmés. Nous refusons de livrer des canons payés par souscription. Le comité central de la garde nationale a donné l'ordre de les rassembler dans les quartiers populaires, à Belleville, La Villette et Montmartre. 1er mars 1871, les députés sont à Bordeaux, loin, très loin du territoire occupé par les Allemands. Qu'est-ce qui se passe? Les députés sont dans le Grand Théâtre. Ils doivent voter la capitulation. Ici, à Bordeaux. Les Allemands réclament 5 milliards de francs or. Ils veulent l'Alsace et la Lorraine. Il faut pas accepter ça. Les députés doivent refuser. La parole est au rapporteur du traité de paix. Messieurs, l'heure n'est pas à la discussion. L'Assemblée doit voter le texte tel qu'il est. Faisons cela. Je demande la parole. La parole est au général Brunet. Il est encore temps de résister. Refusons de céder l'Alsace et la Lorraine. Ça suffit, assez. Au bois maintenant, passons au bois. La parole est à Victor Hugo. Messieurs, Paris, en ce moment, est sous le canon prussien. Rien n'est terminé et Paris attend. Ces 6 mois de République ont été 6 mois d'héroïsme. 300 000 pères de famille se sont improvisés soldats. Si cette paix se conclut, c'en est fait du repos de l'Europe. Il y aura désormais en Europe 2 nations redoutables, l'une parce que victorieuse, l'autre parce que vaincue. Oh, assez de patriotisme dramatique. Ce n'est pas avec des sentiments et des principes qu'on fait de la politique. C'est ça, bien dit, allez. Bravo, à cette discussion maintenant. Au vote, au vote. La parole est à Émile Keller, député d'Alsace. Ce n'est pas seulement comme Alsacien. C'est comme Français que je parle. On nous dit que seule une paix honorable sera acceptée. Est-il honorable de céder des populations? J'en appelle à tous les peuples qui ne peuvent se laisser indéfiniment vendre comme vil bétail. J'en appelle à la postérité qui nous jugera.
La parole est au chef du pouvoir exécutif, Monsieur Adolphe Thiers. Ne parlez pas d'honneur à des gens qui en ont autant que vous. Dans notre position, nous ne pouvons pas résister à une armée de 500 000 hommes sans détruire la France. Pas de faux patriotisme, pas de faiblesse. Au vote. Bien. Nous allons procéder au vote. Avec 546 voix pour et 107 voix contre, le traité est adopté. Nous, députés d'Alsace et de Lorraine, au moment de quitter cette enceinte, affirmons notre reconnaissance à ceux qui, pendant 6 mois, ont refusé de capituler et ont défendu la patrie dont nous sommes violemment arrachés. Paris est en deuil. Je traverse des rues entièrement vides et me dirige vers les Champs-Élysées. Ils sont là, avec leurs chevaux, avec leurs drapeaux, avec leurs armes. Ils sont arrivés par l'Arc de Triomphe. Ils sont entrés. Les Allemands sont entrés dans Paris. Le gouvernement les a laissés défiler sur les Champs-Élysées. Les Allemands ne quitteront les territoires occupés que lorsqu'ils auront reçu 5 milliards de francs. Après avoir défilé à Paris, ils se retirent de Versailles pour que l'Assemblée nationale s'y installe. Les députés monarchistes ont décidé de ne pas siéger dans la capitale, mais dans la ville des rois. Ils ont brutalement supprimé toutes les mesures qui aidaient la population à survivre pendant le siège. La solde des gardes nationaux, la suspension des loyers, le moratoire sur les effets de commerce. Adolphe Thiers, le chef du pouvoir exécutif, veut reprendre Paris en main. Il annonce qu'il va désarmer les gardes nationaux et récupérer les canons conservés dans les quartiers populaires. Depuis quelques jours, mon petit garçon paraît triste. Il tient péniblement sa tête. Dans la nuit, il m'appelle et me dit « Maman, j'ai mal, j'ai mal ». J'attends le jour avec anxiété. À son réveil, tout paraît normal. Mais lorsque je lui fais sa toilette, je m'aperçois qu'il a la jambe gauche paralysée. Je suis foudroyée. Le médecin vient en hâte et ordonne un médicament. Mon mari part aussitôt à la pharmacie. Mais la distance est grande depuis notre maison. Mon cher ange, tiens bon, je t'en prie. Ton papa va venir et tu seras sauvé. Mon enfant ne parle plus. Il prend les montants de son lit avec ses 2 petites mains. Il s'y cramponne avec une telle volonté qu'il résiste jusqu'à l'arrivée de son père. Lorsqu'il le voit, de grosses larmes coulent de ses beaux yeux. Ses mains lâchent prise. Il soupire. Et tout est fini. Hier, j'ai enterré mon fils. Je ne peux pas dormir. Je ne peux plus dormir. Je m'habille, descends les escaliers et marche au hasard des rues. La ville dort. N'allez pas par là. Le gouvernement a envoyé des soldats reprendre les canons. Cette nuit, l'armée s'est répandue dans Paris. Je serpente dans les petites rues. J'arrive au bas de la butte Montmartre. Le jour se lève, maussade,
la ville se réveille. 18 mars 1871. Dans la nuit, 20 000 soldats français sont entrés dans Paris. Ils doivent reprendre les canons conservés dans les quartiers populaires. Leurs objectifs, Belleville, La Villette, Montmartre. L'armée est à Montmartre! Elle vole nos canons! Les militaires sont sous les hauteurs. Des habitants gravissent la butte. Il y a des femmes, des enfants, des hommes habillés en gardes nationaux. Nous arrivons en haut et faisons face aux soldats. Sur son cheval, un général commande. Arrêtez-vous! Les soldats obéissent. La foule s'arrête. On joue! Les crosses s'appuient aux épaules. Les canons des fusils s'abaissent. La foule frémit mais ne bouge pas. Feu! Crosse en l'air! Crosse en l'air! Un fusil, puis 10, puis 100 se redressent. Les soldats refusent d'obéir. Ils se jettent sur leur général. À bord, le général! Les militaires sont jeunes, pâles, affamés. Les habitants leur offrent du pain et du vin. Soldats et citoyens défilent. On descend la butte. Des deux côtés de la chaussée, sur toutes les portes, à toutes les fenêtres, un même cri, une même joie. Vive la République! Vive la Commune! À Pigalle, on tire sur des militaires qui battent en retraite. Plus bas, on jette des pierres sur des gendarmes. Ils sont cernés par la foule, hués, insultés. Porte de Saint-Denis, des canons viennent d'être repris par le peuple. Je traverse le canal Saint-Martin. Des soldats sont repoussés par les gardes fédérés. J'arrive à Belleville. Des militaires sont mêlés aux habitants. On traque à la fraternité. Je me dirige vers la Bastille. Partout, la foule, les barricades. Les femmes piochent la terre. Les enfants servent les barricades avec zèle. L'armée s'est volatilisée. Un enfant me tend un pavé. Il veut que je l'aide. Je dépose le pavé au sommet de la barricade. Puis un autre. Puis un autre encore. Mais le soleil et mon ventre est tant d'émotions. Je chancelle, cherche l'équilibre, m'agrippe en vain à la barricade et m'effondre sur les pavés. Je reprends connaissance. Assis à côté de moi, des gardes fédérés m'offrent de grands sourires. Ce sont des gars du quartier. Leurs uniformes sont faits de briques et de broc. Ils ont fait du feu et m'ont enveloppé dans une grande étoffe. Tout va bien, t'inquiète pas. La moitié de l'armée a foutu le camp. C'est la débandade. 2 généraux ont été exécutés. Adolphe Thiers a fui Paris. Il a rejoint l'Assemblée nationale, à Versailles. Soudain, un jeune homme accourt, très excité. Il apporte les ordres du comité central. Chaque bataillon a reçu un objectif stratégique. Leur bataillon doit prendre l'hôtel de ville. Je leur rends l'étoffe dans laquelle ils m'ont enveloppé. Ce n'est pas un simple tissu, c'est leur drapeau. Il est rouge. Des lettres noires forment les mots « Bataillon des enfants perdus ». Je ne veux pas rentrer chez moi. Seule la tristesse m'attend là-bas. Timidement, je demande si je peux aller avec eux. Comment t'appelles-tu? Victorine. Ce bataillon nous a tous adoptés. Il t'a adopté toi aussi. Bienvenue dans ton bataillon, Victorine. De mon mètre 52, je les regarde tous. Je ne peux contenir le sourire qui s'accroche à mes lèvres lorsqu'ils crient « Vive la citoyenne! Vive la commune !» Je me glisse entre les gardes de mon bataillon et nous nous mettons en marche derrière notre drapeau. Partout, on bat la générale. Le tocsin sonne à Notre-Dame. Les passants deviennent rares. À présent, il fait nuit. Le brouillard nous enveloppe. Sans bruit, nous avançons vers notre hôtel de ville. Jules Ferry à gouvernement.
sommes cernés. Jules Ferry à gouvernement. Il nous faudrait une mitrailleuse pour balayer la place. Jules Ferry à gouvernement. Les insurgés arrivent en tirant des coups de feu. La troupe a évacué l'hôtel de ville. Je sors le dernier. « 19 mars 1871. La multitude a submergé les rues, pris les administrations, les casernes, les ministères. L'armée a fui, le gouvernement a fui, les administrations se vident, tous se réfugient à Versailles. Paris est aux mains des insurgés. Le comité central de la garde nationale est à l'hôtel de ville. En une journée, il est devenu la seule autorité dans Paris. Il est réuni depuis des heures. Personne ne sait ce qu'il va décider. En attendant la décision du comité central, je fais connaissance avec les membres de mon bataillon, le bataillon des enfants perdus. Beaucoup sont très jeunes. Certains sont orphelins. Lorsque le travail s'est arrêté, ils se sont retrouvés à la rue. À la fin du jour, le comité central de la garde nationale annonce sa toute première décision. Depuis des mois, ces hommes rêvaient d'atteindre l'hôtel de ville. Maintenant, ils y sont. Ils ont le pouvoir. Pourtant, leur première décision est de le rendre. Ils annoncent les élections de la commune de Paris. La parole est à Jules Favre, au nom du gouvernement. Le gouvernement est à Versailles avec l'esprit de revanche. Ces gens qui ont pris Paris ne méritent aucune espèce de pitié, car ils n'en ont pas pour la civilisation et pour la France. Il faut en finir avec ces misérables. Considérons-les comme des bandits et des ennemis. Il faut que Paris se soumette. Entendez-vous? Il faut que Paris se soumette. Marchons sur Paris. Il faut qu'on en finisse. Versailles vocifère, mais paraît isolé. La révolution se répand en province. La commune est proclamée à Limoges, Toulouse, Narbonne, le Creusot, Saint-Étienne, Lyon et Marseille. Dans de nombreuses villes et villages, l'armée fraternise avec la foule. Paris retient son souffle. Le 26 mars 1871 est un dimanche. Les élections de la commune de Paris ont commencé. Le gouvernement de Versailles a appelé à l'abstention. Les Parisiens vont-ils voter pour la commune? Vont-ils légitimer la révolution par les urnes? Si je pouvais, je me précipiterais dans le bureau de vote. Évidemment, je ne peux pas. Comme toutes les femmes, je reste à la porte de cette journée historique. Une affiche a été collée. Jamais je n'avais lu de tels mots. Citoyens, les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre propre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables. Évitez ce que la fortune a trop favorisé, car trop rarement, celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère.
Vous aurez alors inauguré la véritable représentation populaire. Vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres. Il y a foule dans les rues. La journée s'allonge, s'étire. À minuit, la participation est assez forte. L'insurrection est devenue légale. La majorité absolue est révolutionnaire. Pour la première fois, de nombreux ouvriers sont élus. Il y a Eugène Varlin, un ouvrier typographe qui veut l'égalité entre hommes et femmes. Gustave Florence, Raoul Rigaud, François Jourde, Édouard Vaillant qui rêve d'écoles laïques et gratuites. Jules Vallès, le journaliste du Cri du Peuple. Charles de l'Écluse qui a participé aux révolutions de 1830 et 48. Léo Frankel, Jean-Baptiste Clément. Les élus se préparent pour la proclamation de la Commune. De toutes les directions, les bataillons de la garde nationale arrivent, joyeux, au bruit du tambour, au son des clairons. C'est une mer montante qui emplit la place et bientôt la déborde. J'arrive avec le bataillon des enfants perdus. 4 heures sonnent. Le drapeau rouge flotte sur l'hôtel de ville. Les membres du comité central de la garde nationale apparaissent. Une écharpe rouge à la ceinture. Aussitôt, les canons du quai de Grève tonnent. D'autres canons répondent. Les musiques des bataillons jouent la Marseillaise. Le chant se répand comme une immense vague, sur les trottoirs, dans les rues, sur les ponts, aux fenêtres, partout. La Commune est proclamée! Peu à peu, la vie renaît dans Paris. Les barricades sont levées. Le travail reprend. Notre bataillon est installé dans la caserne Lobo, juste derrière l'hôtel de ville. Je m'occupe du mess des officiers. Je demande l'autorisation de tenir table ouverte pour les pauvres du quartier. Nous donnons une bonne assiette de soupe à chacun, une tranche de bœuf, des légumes, du pain et un demi-verre de vin. La commune donne une pension pour les orphelins, légitimes ou naturels, et pour les veuves, mariées ou concubines. Les enfants nés en mariage ont enfin des droits. L'union libre est reconnue. Les élus de la commune votent de grandes réformes. Ils viennent de décider la séparation de l'Église et de l'État. Au matin du 2 avril 1871, on se dit que le canon qui tonne à l'ouest de Paris doit être un anniversaire quelconque. Puis des voitures d'ambulance arrivent avec des blessés. Les Versaillais attaquent! Les Versaillais attaquent! À Versailles! Un cortège de femmes traverse la ville et appelle à marcher militairement sur le gouvernement et l'Assemblée nationale retranchée à Versailles. Dans la précipitation, on fait battre le rappel. Tout l'après-midi, les bataillons descendent des faubourgs vers la place de la Concorde. Ils viennent de Belleville, de Montmartre, de la Villette, de la Bastille. Mon mari a répondu présent. Il accompagne le bataillon des enfants perdus. Il ne disait plus un mot depuis la mort de notre fils il y a 3 semaines. Lorsqu'il a entendu battre le rappel, il s'est levé et a pris son arme. À la nuit tombée, des dizaines de milliers de gardes nationaux se préparent fiévreusement à la première bataille. Les nouvelles tardent à arriver. Enfin, des gardes nationaux rentrent du combat en groupes dispersés. Quelques hommes de notre bataillon reviennent.
Je pousse un soupir de soulagement. Mon mari est parmi eux. La première bataille s'est transformée en déroute. Les hommes manquaient d'armes, de munitions. Les ordres n'étaient pas transmis. Le Mont Valérien a bombardé et dispersé les gardes fédérés. Les Versaillais ont massivement exécuté des prisonniers. Les hommes sont en colère contre la commune qui n'était pas prête au combat. En colère contre ce gouvernement de Versailles qui refuse de reconnaître le vote populaire. En colère peut-être aussi contre nous-mêmes et notre grande naïveté. Toutes les communes de province ont été réprimées. Celle de Marseille a résisté 14 jours. Elle vient d'être écrasée dans le sang. Versailles veut maintenant briser cette commune légalement élue à Paris. Paris ne subira pas le même sort que Marseille. Des convois de gardes fédérés parcourent la ville en tous sens. Des bataillons sont disposés sur les fortifications et dans les forts et les villages de la périphérie. Dans Paris, on érige des barricades. On déplace des pièces d'artillerie. On apporte des munitions. On prépare le ravitaillement. Paris organise sa défense. Aujourd'hui, je vais à l'hôtel de ville chercher des uniformes plus corrects pour mon bataillon. Hey, tu sais où est la Valette? J'ai croisé son voisin, il paraît qu'il est à Belleville. Le bâtiment est une fourmilière. Jour après jour, nos élus votent des réformes que nous attendions depuis très longtemps. La commune a aboli les amendes et retenues sur salaire. Elle a réduit la journée de travail à 10 heures dans les ateliers d'armes du Louvre. Tu savais qu'elle a fixé un salaire minimum dans les services publics? Les ateliers abandonnés par les patrons versaillais, ils vont être réquisitionnés. Ils seront directement gérés par les ouvriers. Les grandes réformes sociales sont portées par un jeune homme discret, Léo Frankel. Il n'est pas français, c'est un Hongrois. Il est devenu délégué au travail, c'est-à-dire ministre du Travail. Léo Frankel a demandé la parole. La révolution du 18 mars a été faite exclusivement par la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien pour cette classe, je ne vois pas la raison d'être de la commune. Mais non. Laissons les ouvriers boulangers se défendre eux-mêmes auprès des patrons. Nous n'avons pas à intervenir dans une question entre patrons et employés. Le travail de nuit est blâmable. Mais nous n'avons pas à faire un décret là-dessus. Bien sûr que si. Nous sommes ici pour faire des réformes sociales. Et pour faire ces réformes, devons-nous d'abord consulter les patrons? Non. Est-ce que les patrons ont été consultés en 1792? Et la noblesse a-t-elle été consultée aussi? Non. Le soir, les églises accueillent les réunions publiques. Je me glisse dans la pénombre de l'une d'elles. La personne qui est montée à la chaire est une femme. C'est une journaliste. Elle s'appelle André Léo. Maintenant, le sort du droit en ce monde est lié au sort de Paris. Maintenant, le concours des femmes devient nécessaire. On voit les femmes anxieuses, enthousiastes, ardentes, l'œil rempli de feu, se donner tout entière à la grande cause de Paris. Qu'elles entrent dans la lutte, que les filles, les femmes et les mères combattent à côté des fils, des maris et des pères. Et alors, ces soldats que l'on trompe reconnaîtront qu'ils n'ont pas une émeute en face d'eux, mais un peuple entier dont la conscience crie par la voix de ces femmes aussi bien que de ces hommes. Mort ou liberté! Au-delà des fortifications, les combats sont terribles. Le nord et l'est de Paris sont toujours occupés par les Allemands. L'ouest et le sud sont un immense champ de bataille où s'affrontent
Versaillais et communards. Versailles devient un immense camp militaire. Les Allemands libèrent 50 000 prisonniers pour écraser la révolution. Les soldats arrivent de toutes parts. Ils ont interdiction de parler aux civils et n'ont accès qu'aux journaux conservateurs. L'armée versaillaise se renforce de jour en jour. La commune est tiraillée. Certains élus sont prêts à renier leurs principes. Versailles exécute massivement les prisonniers. En représailles, la commune vote le décret des otages. Pour un prisonnier exécuté par Versailles, elle fusillera 3 otages versaillais. Plusieurs journaux conservateurs sont interdits. Des réfractaires qui refusent de combattre dans la garde nationale sont arrêtés. Les ordres viennent de l'ex-préfecture de police. Elle est tenue d'une main de fer par Raoul Rigaud, le délégué à la Sûreté Générale. Derrière sa barbe et son regard sérieux, il y a un jeune homme dogmatique de 24 ans. Monsieur Darbois, la commune ne reconnaît aucune église. À ses yeux, vous n'êtes pas archevêque de Paris. Je vous arrête dans le cadre du décret des otages. Si vos amis de Versailles continuent à fusiller les prisonniers, vous serez exécuté. Le décret des otages voté par la commune me laisse un goût amer. Les élus de la commune n'ont pas aboli la peine de mort. Mais la commune, ce ne sont pas seulement ses élus, c'est nous aussi, dans la rue. J'ai rejoint des amis devant la mairie du 11e arrondissement. Le jour de la publication du décret des otages, nous brûlons un symbole, la guillotine de la prison de la Roquette. Je la regarde se consumer au pied de la statue de Voltaire, qui doit sourire, j'en suis sûr. Le 25 avril 1871, un cessez-le-feu de quelques heures est négocié à Neuilly. Les habitants quittent le champ de bataille. Ils arrivent par petits groupes, emportant leur vie avec eux. Après des jours terrés dans des caves, ils chancellent vers Paris, exténués et livides. Le 29 avril 1871, une étrange musique se répand dans Paris. Elle est grave, rituelle, singulière. Un extraordinaire cortège traverse la rue de Rivoli. Des hommes en haute forme, portant d'étonnants insignes et tenant fièrement de grandes bannières. Des femmes aussi, moins nombreuses, mais plus applaudies encore que les hommes. Ce sont les francs-maçons. Arrivés aux limites de la ville, ils s'arrêtent, plantent leurs bannières sur les fortifications et envoient à Versailles une délégation porteuse de paix. La réponse du gouvernement à l'appel des francs-maçons est sans ambiguïté. Le bombardement reprend avec plus de force encore. Versailles veut écraser Paris. Mon mari rentre avec le bataillon des enfants perdus. Il est épuisé, mais décidé à retourner au front plus vite. Je ne l'avais pas vu aussi déterminé depuis longtemps. Il se bat sous les ordres d'un homme qui fait son admiration, le général Dąbrowski. C'est un Polonais qui se donne corps et âme pour la commune. 1er mai 1871, la périphérie est presque entièrement tombée aux mains des Versaillais. Les combats se concentrent maintenant au sud-ouest, sur le fort d'Issy, qui leur interdit le passage vers la capitale. La nuit est douce, paisible. Je m'apprête à sortir de Paris avec le bataillon des enfants perdus. Nous nous rassemblons sur le champ de Mars avec les autres défenseurs de la commune. À 3 heures du matin,
nous recevons l'ordre de nous mettre en marche. Le défilé avance, grave et silencieux, en direction du fort d'Issy. Il me semble que nous entrons dans un immense tombeau. La bataille dure depuis des jours et des nuits. Le bombardement du fort ne s'arrête jamais. Louise Michel est l'une des rares femmes à se battre le fusil à la main. Mes compagnons se battent dans le village d'Issy. Ils résistent péniblement aux assauts versaillais. Je m'approche pour secourir les blessés. Malgré ma petite taille, j'arrive à traîner des hommes jusqu'à l'ambulance. Le lendemain matin, tous nos blessés sont morts. 72 hommes. Je n'oublierai jamais cette sinistre vision. Le 8 mai 1871, le fort qui protégeait Paris est tombé. Le bataillon des enfants perdus est déjà reparti au combat. J'ai quelques jours de repos. Je vais chez ma mère. Tu sais que l'école laïque et gratuite a été votée par la commune? Les enfants recevront une éducation intégrale, à la fois générale et professionnelle. Je l'écoute, mais mon ventre est noué. Partout, ma mère a laissé les jeux de mon fils. Tout me rappelle à lui. Édouard Vaillant, le délégué à l'enseignement, est extraordinaire. Il veut l'instruction des filles et l'égalité de salaire entre hommes et femmes. Je ne l'entends plus. Je ne pense qu'à mon enfant, à son visage, à son rire qui me rendait si heureuse. Ma mère s'arrête et me prend dans ses bras. Victorine, tu n'avais que 8 ans lors de la révolution de 1848. Mais je n'ai pas hésité un instant. Je suis montée sur les barricades, tu me tenais par la main, je le faisais pour toi. En 48, nous avons échoué. Notre République a été volée par les riches. Aujourd'hui, je te regarde et je suis fière de toi et de notre commune. Le 16 mai 1871, le Paris qui lutte est venu assister à la destruction de la colonne Vendôme. 6 mois plus tôt, le peintre Gustave Courbet avait proposé de remplacer cette colonne à la gloire des guerres napoléoniennes par un monument de la fraternité. En pleine guerre, il avait écrit aux Prussiens « Laissez-nous vos canons, nous les fonderons avec les nôtres. Nous en ferons un monument colossal que nous érigerons ensemble, place Vendôme. Ce sera notre colonne, à vous et à nous. Ce sera la colonne des peuples, la colonne de l'Allemagne et de la France, à jamais fédérée. » Aujourd'hui, Gustave Courbet est membre de la commune. De l'autre côté des fortifications, à l'est et au nord, les Allemands observent. D'Angleterre, d'Italie, de Russie ou d'Espagne, on observe aussi. Le monde entier regarde Paris et cette place rebaptisée Place de l'Internationale. J'attends sur un ponton le bateau-mouche qui doit m'emmener rejoindre mon mari et notre bataillon. Ils défendent la porte de Saint-Cloud, bombardée par les Versaillais. Mais le service fluvial est interrompu. Inquiète, je demande des renseignements. Les Versaillais sont entrés dans Paris. Ils ont forcé la porte de Saint-Cloud. Je suis désemparée. La nuit approche. Je vais chez ma mère et m'endors tout habillée. Je me réveille en sueur. La vision de la rue me pétrifie. Les fédérés battent en retraite. Ils ont l'air si malheureux, les yeux baissés, tenant leurs chevaux par la bride, traînant derrière eux leur attirail de guerre, ce qu'ils ont pu sauver, ne disant mot.
Le cœur serré, j'annonce à ma mère ma décision de rejoindre mon mari et notre bataillon au combat. Je t'ai emmené partout avec moi quand tu étais enfant. Je vais avec toi, Victorine. Nous allons ensemble vers la place de la Concorde où les fédérés arrivent de partout. Mais seuls les membres des bataillons peuvent entrer. Ma mère est bloquée. Victorine! Brusquement, je suis séparée d'elle. Je lui envoie un baiser. Victorine! Les larmes aux yeux. J'avance. Je dois rejoindre mon bataillon. Sortez, citoyenne, sortez au plus vite. C'est inutile. Vous ne retrouverez jamais votre bataillon. C'est plus qu'un sauf-qui-peut général. Une femme habillée en garde nationale se tourne vers moi. C'est Louise Michel. Je vais rejoindre un groupe de femmes à Montmartre. Ne reste pas seule. Viens avec nous. À l'aube du mardi 23 mai 1871, Montmartre est attaqué. Les Versaillais veulent en finir avec ce symbole de l'insurrection. Nous sommes au bas de la butte Montmartre, sur la place Blanche. Notre barricade est tenue par des femmes. Les Versaillais arrivent depuis la place de Clichy. Nous sommes 100, peut-être 200. Ils sont innombrables. Pendant des heures, nous tenons la barricade. Les Versaillais déferlent de toutes parts. Nous sommes submergés. Il faut battre en retraite. À midi, Montmartre tombe. Beaucoup de combattants de Montmartre ont reflué à l'angle des rues Mira et des Poissonniers. Ils arrivent dans un état d'excitation et d'angoisse terrible. Sur la butte, le combat est terminé. Pourtant, des bruits de fusillade résonnent. De l'autre côté des lignes, on exécute. On exécute en masse. Soudain, un officier fédéré arrive au grand galop. C'est Dombrowski. Le général polonais tournoie avec son cheval et nous encourage de ses paroles. On l'acclame, on se ressaisit, on court au poste de combat. Mais Dombrowski est atteint d'une balle en pleine poitrine. Les obus nous écrasent. Les Versaillais s'abattent sur nous. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Il faut fuir encore. À la nuit tombée, plusieurs bâtiments officiels sont incendiés par les fédérés, dans l'espoir de ralentir l'avancée versaillaise. Les Tuileries, anciens palais des rois et des empereurs, brûlent. Petit matin du mercredi 24 mai 1871, la ville étouffe sous une voûte lugubre. Je me réveille recroquevillé contre une des barricades qui protègent l'hôtel de ville. Dans la nuit, la place s'est remplie. Des fédérés sont arrivés de tous les quartiers occupés. Ils sont plusieurs milliers, prêts à défendre le cœur de la cité. Les Versaillais se rapprochent. Ils ont débordé la place de la Concorde et déferlé à travers la rue Royale en flammes. Ils ont éventré les défenses et envahi la place Vendôme. Ils écrasent à présent une à une des barricades de la rue de Rivoli. Bientôt, ils seront là. Sur la barricade, des camarades s'affolent. L'hôtel de ville! Je suis saisi d'effroi à la vue des flammes qui jaillissent derrière nous. L'hôtel de ville est en feu! La parole est au chef du pouvoir exécutif, Monsieur Adolphe Thiers. Messieurs, je vous dirai d'abord que l'insurrection est vaincue. Le combat sera fini ce soir, ou demain, au plus tard. L'armée est un généreux et noble moyen de répression, mais ce n'est pas un moyen de gouvernement. C'est pourquoi Monsieur Jules Ferry
est parti hier pour improviser un gouvernement de la ville de Paris. Il n'y a pas homme plus ferme et plus résolu que Monsieur Ferry contre le désordre que nous avons à réprimer. Je ne sais plus où aller. Je me replie vers la Bastille. Sur une barricade, je retrouve enfin quelques camarades du bataillon des enfants perdus. Je reprends espoir. L'un d'eux porte notre drapeau. Mais lorsqu'il me voit, il baisse les yeux et me dit... Tout le bataillon a été fait prisonnier. Beaucoup ont été fusillés. Ton mari a été fusillé. Je n'ai pas le temps de réaliser qu'on tire sur nous depuis les fenêtres des immeubles. Le compagnon qui porte notre drapeau reçoit une décharge en pleine poitrine. Victorine, ne m'abandonne pas. Mon camarade tremble. Je l'enveloppe avec notre drapeau. Je veille ce cher ami couché sur mes genoux. Je pense à mon mari, tué en défendant Paris. Je pense à mon fils, mort de la misère. Je pense à ma mère, laissée derrière moi. Je ne pleure pas. Je ne quitte notre compagnon que lorsqu'il a cessé de vivre. Doucement, délicatement, je reprends notre drapeau, imprégné de son sang. Toute la nuit, la place de la Bastille est terriblement bombardée. Les habitants crient, pleurent. Nous cherchons à rallier quelques amis sur la place. Je veux les rappeler à nous en hissant notre drapeau sur la barricade centrale. La Bastille, en cet instant, a quelque chose de magique, d'infernal, digne de l'enfer de Dante. De tous côtés, la mitraille, les balles et le fracas d'un effroyable combat. Des hirondelles passent, poussent des cris et tombent, effarées. Des nuages de poudre se répandent dans le ciel. Du milieu de cet embrasement sort comme une apothéose le génie de la liberté affranchissant le monde. Quand vient le jour, quel spectacle épouvantable. Les maisons sont endommagées, en feu. Un immeuble s'écroule à l'angle du boulevard Richard-Lenoir. Les Versaillais percent les immeubles pour contourner les barricades. Ils vont bientôt envahir la place. Nous remontons précipitamment la rue de la Roquette. Nous croisons un petit groupe de fédérés très excités. On a exécuté 5 otages versaillais. J'ai tué l'archevêque de Paris. Au Yaxo, à Belleville, ils ont tué 50 otages. Des centaines de combattants viennent de se replier au nord de la Seine. Toute la rive gauche est maintenant tombée. Le jour touche à sa fin. Les Versaillais attaquent à présent la place du Château d'Eau. Les membres de la commune sont retranchés, place Voltaire, dans la mairie du 11e arrondissement. Nous arrivons place Voltaire, au milieu d'une grande confusion. Un vieil homme sort de la mairie du 11e arrondissement, écharpe rouge autour de la ceinture, sans armes, s'appuyant sur une canne. C'est Delécluze, notre délégué à la guerre. Au milieu des balles et des obus, il marche du même pas. Delécluze gravit la barricade du Château d'Eau. Tout à coup, il tombe, foudroyé par une balle. Notre délégué à la guerre nous a abandonnés. Il s'est fait tuer volontairement. Sur le boulevard Voltaire, un menuisier sort de sa boutique. Les Versaillais massacrent sans pitié. Ils vont vous tuer, cachez-vous. Quittez cet uniforme de garde nationale. Je refuse d'abandonner mes amis, mais j'accepte de changer de vêtements. Comme je suis très petite, le menuisier me donne des habits de son apprenti. On coupe mes cheveux longs pour que je ressemble à un enfant. Je laisse le pendentif gravé à mon nom qui pourrait m'identifier. À l'intérieur se trouvent des cheveux de mon fils.
Je dois faire de grands efforts pour ne pas pleurer. J'y tiens plus que tout au monde. C'est tout ce qui me reste de ma vie d'avant. Nous remontons la rue de Belleville, notre drapeau en tête. Des débris de bataillons arrivent de toutes parts. Nous ne sommes plus qu'une douzaine du bataillon des enfants perdus. Des femmes et des enfants construisent des barricades. L'un des gamins m'interpelle. Il croit que je suis un enfant. Beaucoup de morts sont placés dans la cour de la mairie de Belleville. Des épouses, des mères, des enfants cherchent un des leurs parmi les cadavres. Des femmes sanglotent. Des enfants appellent leur père. Nous avons faim. Une concierge nous prépare une soupe. Nous mangeons silencieusement. Les Versaillais ont descendu le canal de l'Ourcq et s'apprêtent à prendre Belleville en étau. Au nord, un immense incendie éclaire le ciel. Les docks du bassin de la Villette sont en feu. Les derniers combattants de la commune sont acculés dans les quartiers qui mènent à Belleville. Ils sont peut-être 3000. Débris de bataillons désorientés, sans commandement, à peine armés, désemparés, terrifiés, obstinés, héroïques. L'armée de Versailles les assiège. 100 000 soldats entourent Belleville. L'attaque du Père-Lachaise a lieu de nuit. Le cimetière est une véritable citadelle qui protège Belleville. Un flot intarissable de soldats versaillais se déverse parmi les tombes. Les défenseurs du cimetière ne sont que 200. Les derniers combats ont lieu au milieu des morts, dans l'obscurité d'une nuit sans espoir. Le Père-Lachaise est tombé. Belleville est seule. Au matin, on entend une rumeur immense. Les fédérés se massent. Une musique extraordinaire, passionnée, rallie les gardes nationaux dispersés. Cette fanfare est un commandement. Je n'ai jamais entendu une musique plus ardente. Les Versaillais arrivent! Notre drapeau en tête, nous nous rassemblons pour le combat. Peu à peu, le bruit de la bataille ralentit. Des intervalles de silence. Puis plus rien. On n'entend plus rien. Sont-ils tous morts? Il est 16 heures. On n'entend plus rien. Sont-ils tous morts? Nous sommes réfugiés dans un des derniers baraquements de la rue Axo, tout en haut de Belleville, près des fortifications. Des soldats forcent la porte. Victorine, je vais te faire glisser par la fenêtre. Avec de la chance, on te prendra pour un gosse du quartier. Je ne veux pas laisser mes compagnons. Je ne veux pas les abandonner. Fuis! Tu as encore ta mère! Va la rejoindre! Prends notre drapeau. Garde-le précieusement. Le cœur serré, j'enroule notre drapeau autour de ma poitrine. Mes compagnons me font sortir par la fenêtre. Vive la commune! Je me retrouve dans la rue, seule,
Je marche, comme ivre, ne sachant où aller. Inconsciemment, je regarde des cadavres gisant sur les pavés. Plus loin, un jeune homme, 17 ans peut-être, vient d'être arrêté. Il est adossé à un mur. Fusillez-moi ça. Je descends la rue de Belleville. On me laisse passer, on me prend pour un enfant. Partout, des morts entassés. Sur un tas de cadavres, une fillette, dans les 5 ans, jolie, les cheveux bouclés. Près de la mairie, je vois des monceaux de corps humains. Je continue ma route. Je veux retrouver ma mère. Elle vit de l'autre côté de la ville. Des horreurs se passent devant mes yeux. Fusillez-moi ça. À chaque barricade, des soldats veulent me forcer à enlever des pavés. Je ne réponds pas. Me prenant pour un gamin, on me laisse passer. Je continue mon chemin. Fusillez-moi ça. Je ne m'arrête pas, j'avance. J'avance, je veux retrouver ma mère. Un groupe s'agite, hurlant, bousculant tout sur son passage. Je me cache sous un porche. Des soldats traînent une jeune fille de 16 ans peut-être. Elle se débat. Jupon, robe et corsage volent, en lambeaux arrachés. Elle tombe enfin, à bout d'efforts. Pendant qu'elle est là, gisante, pâle, déjà comme morte, un des soldats la viole avec une rage féroce. Son calvaire se termine par un coup de baïonnette qui met à nu ses intestins. Les soldats ont quitté la rue. Je descends vers le centre de Paris. Il règne un silence de mort. Des militaires, l'arme au bras, marchent de long en large. Ils ont pris possession de la ville. Paris est ravagé. J'arrive à peine à me repérer. Je contourne les ruines fumantes de l'hôtel de ville. J'arrive devant la caserne Lobo, où j'avais donné à manger aux pauvres du quartier. Des cortèges de prisonniers passent au milieu d'une foule en furie et entrent dans la caserne. Soudain, mon cœur s'arrête. Je vois 6 enfants. L'aîné n'a pas 12 ans, le plus jeune, à peine 6 ans. Les pauvres petits pleurent en passant au milieu de la foule. Le plus petit des enfants est nu-pied dans des sabots. Il n'a que son pantalon et sa chemise, et pleure à chaudes larmes. Les condamnés à mort ont été jugés par des militaires, juste à côté, dans le théâtre du Châtelet. Leurs cadavres sont enterrés à peine plus loin, dans le square de la Tour Saint-Jacques. Au-dessus de la terre noire, on aperçoit des têtes, des jambes, des bras, des mains dont certaines s'agitent encore. La ville est couverte de tribunaux, d'abattoirs et de charniers. Au Père-Lachaise, on fusille, on enterre. Au but de Chaumont, on fusille, on enterre. Au Palais Royal, on fusille, on enterre. Au Parc Monceau, on fusille, on enterre. Au Jardin du Luxembourg, on fusille, on enterre. Dans la gare de l'Est, on fusille. Dans la gare du Nord, on fusille. Dans la mairie du 11e, on fusille. Dans la prison de la Roquette, on fusille. Dans la cour de l'Opéra, on fusille. Sur l'île de la Cité, on fusille. Dans l'école polytechnique, on fusille. Place du Panthéon, on fusille. Place Vendôme, on fusille.
Partout dans Paris. On fusille. Je pense à ma mère, la seule personne qui me reste au monde. Je ne pense plus qu'à elle. Je traverse la Seine. J'arrive dans sa rue. Dans quelques minutes, je serai chez elle. Je reprends courage. Plus qu'un instant, et j'embrasserai ma mère. Je ne reconnais rien. Les ruines succèdent aux ruines. Je suis devant ce qui était l'immeuble de ma mère. Il n'y a plus rien. Plus rien. Je me réveille allongé sur un lit, engourdi. Un vieil homme est assis à côté de moi. Je vous ai trouvé prostré au milieu des ruines. Ma fille m'a aidé à vous porter ici. Nous veillons sur vous depuis 3 jours. J'ai vu le drapeau rouge enroulé autour de vous. J'étais pas pour la commune. Mais j'ai vu les massacres. J'ai tout vu. Je reste caché chez le vieil homme et sa fille. Des rafles de police ont lieu tous les jours. Vous êtes en danger ici. Vous devez fuir. Allez en Suisse, vous y serez en sécurité. Mais si vous êtes arrêté avec votre drapeau, on vous fusillera. Si on le trouve chez moi, on me fusillera aussi. Il faut le brûler. Je défais mon drapeau qui est resté enroulé autour de ma poitrine. Une dernière fois, je regarde son inscription. Bataillon des enfants perdus. J'ai l'impression de brûler tous mes compagnons, morts pour lui. Le vieil homme m'accompagne à la gare. Sa fille m'a prêté ses papiers. Il ne me quitte qu'au signal du départ. Quelques instants encore, je vois ces signes amicaux. Paris disparaît au loin. D'autres ont moins de chance que Victorine. D'immenses convois de prisonniers partent pour Versailles. Par ces veines ouvertes, Paris se vide. Hommes, femmes, enfants, vieillards, ils sont là. Par milliers silencieux, sous le soleil et des regards de plomb, ils marchent. Une dernière fois par flot, dans les artères de la ville, ils s'écoulent vers Versailles. Ils sont 40 000 au milieu des soldats. En silence, brutalement, ils quittent la ville. Ils sortent de l'histoire. Ils laissent derrière eux les enfants perdus de la commune. Les orphelins de l'histoire. On disperse les prisonniers. On les conduit de nuit pour que la population ne s'interpose pas. Il n'y a pas assez de prisons, alors on les parque sur les pontons de vieux navires militaires. Tout au bout du Finistère, la rade de Brest devient une immense prison. On en déporte des milliers en Nouvelle-Calédonie. Le trajet dure des mois. On les entasse dans des cages, en fond de cale. Louise Michel est déportée avec d'autres femmes et plusieurs enfants, dont certains nés en prison, en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout du monde. On les oublie. En Suisse, j'ai fait la plus belle rencontre de ma vie, celle de Gustave, qui est devenu mon mari. Avec lui, j'ai adopté plusieurs enfants, des orphelins de la commune. En 1880, une amnistie générale a été votée. Nous sommes rentrés. Mais nous sommes rentrés dans un pays qui a enterré l'idéal pour lequel nous nous battions, la République démocratique et sociale. Nous sommes rentrés dans une république de l'ordre social. Bientôt, je ne serai plus là. Les orphelins de la commune sont devenus grands. Inlassablement, je leur raconte cette histoire.
leur histoire. Doucement, je leur dis l'histoire des damnés de la commune. Je leur dis, cette histoire, c'est la tienne. Je te la confie. Prends soin d'elle. Protège-la. Et surtout, transmets-la.